B de la basse. De la basse. Juste. C'est moi. Oui, mais c'est le matelot en italien qui tient la barre, le compas devant lui, puis maintenant je discutais avec ça. Ah, regardez-le voir, devant un auto ici. C'était magnifique, hein? Regarde comme elle doit courir, ah ouais, hein? bon, elle n'aurait pas dû, mais elle voulait. Hein. Non, mais elle avait pas pu. Tu fais la peinture. Oui, tu t'es bien amusé, hein? Ah, tu as ouais. eu 5 ans, là, hein? Oui, pas tout à fait. J'ai eu 5 ans à New York. Ah oui, oui, justement. Et là, capitaine, hein? 4 machins, là, autour de la Manche. Ah ouais? Moi, j'ai commencé en 40, sur le Rhin, 42 en mer. Puis avant de partir en mer, le soir avant, à Barcelone, on a dit demain, on est des marins, on a été boire. Puis le lendemain, il faisait mauvais temps, puis le bateau faisait comme ça, puis comme ça. C'est 8, quoi. Alors, naturellement, on devait rendre. Et puis, le commandant nous donnait l'ordre de rentrer devant la passerelle pour que tout le monde puisse regarder. Il fallait rentrer dans un coin, il fallait rentrer là. C'était une petite punition. Enfin. Le point de départ, c'est pourquoi la Suisse, à un moment donné, juge bon de se doter en quelque sorte d'une marine. Hein.
Et donc ça commence en 1941, puisque c'est à ce moment-là que le Conseil fédéral sort un arrêté pour introduire le pavillon maritime suisse. C'est quand même marrant, c'est un pavillon maritime suisse pour un pays de montagne. C'est pas de la marine lacustre, c'est vraiment de la marine de haute mer. Et ces bateaux s'appellent l'Aiger, le Chasseral, le Saint-Gothard et le Sentis. C'est 4 montagnes. Alors là, c'est vraiment l'affirmation de l'identité suisse. On va sur l'eau, mais on prend nos montagnes avec. Ça, c'est une chose quand même assez fascinante, parce qu'il n'y avait pas grand monde en Suisse qui avait une grande compétence, ne serait-ce que sur le plan juridique, sur les droits de la mer, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Un pavillon, c'est sous quelles conditions, parce qu'il y a des tas d'accords internationaux qui existent, qu'il faut signer, pas signer, enfin, etc. Donc, juridiquement, c'est pas d'une simplicité totale, là. C'est plus compliqué que ça. Et les archives, c'est quelque chose de particulier, hein, parce que, voilà, d'abord, c'est très tactile, hein, on touche des documents qui ont 50, 60, 70 ans d'âge, et suivant, ça n'a pas été le cas encore cet après-midi, mais peut-être que ça le sera, suivant les documents qu'on peut aborder, il peut y avoir beaucoup d'émotions dans une recherche en archives, c'est sûr. Tout d'un coup, on voit l'histoire qui en se fait petit à petit, comment des décisions se prennent, et suivant comment, c'est très émouvant. Voilà, ça c'est les acrobates qui font de la peinture sur le mât. Jacques, qu'est-ce qui t'a poussé à être marin? Comment ça t'est venu? Il y avait dans l'illustré, Schweizerische Illustrierte, 3 pages sur le port de Bâle qui engageait maintenant des jeunes gens sur le Rhin. Et puis ils ont engagé 12 jeunes à la fois, et puis ça tous les 3 mois. Puis j'ai dit ça, c'est ce que je veux faire. Alors on est parti à Bâle se présenter, puis je leur ai donné une bonne impression. En tout cas, ils m'ont pris sans examen. Ouais, c'était sévère, le bateau école. On a appris à courir, et puis ils nous faisaient courir jusqu'à Bâle, puis retour. Hein. Jusqu'à Kleinwünigen, où il y a le port, c'est loin. So formt die schweizerische Reederei Mannschaften, die dereinst die Schweizer Flagge stolz über fremden Wassern wehen lassen. Die Schiffsjungen müssen sich an das Leben an Bord gewöhnen. Sie werden körperlich, praktisch und intellektuell ausgebildet. Es hat ja dann in den Häfen auch, nicht in jedem Hafen, aber in Europa sicher, in 5, 6 Häfen mindestens Hafenfotografen gegeben. Aber die sind auch ihre Fotos vergrößert, eingerahmt, verkaufen auf die Schiffe. Und das hat eigentlich seinerzeit praktisch jeder Seemann hat sein Schiff so gekauft. Dann hat er ein schönes Foto als Erinnerung. Weil das sind hier von den ersten Schiffen und den ersten Besatzungen. Das ist ein Bild von 1942, wo sie in Lissabon waren. Das ist der Jacques Warhol hier. Die Schweizer, die dann zum Teil auf See sind, die sind schon ein bisschen schräg angeschaut worden. Haben sich das viel nicht vorstellen. Sie sind nicht so viel gegangen. Und dann geschweige daheim drum. Das war dann so ein bisschen die vaterländische Illusion. Man hat das so ein bisschen so gemacht. Sie haben eigentlich viel dazu beigetragen, für Güter in die Schweiz zu bringen, dass die Bevölkerung hier genug Nachschub an Nahrung hat, Grundnahrungsmittel.
Das waren ungefähr um die 8 lebenswichtige Nahrungsmittel, die die Schiffe haben pro Monat pro Kopf reingebracht. Also bald gesagt, überlebenswichtig von dem her. Un haïtien mieux. L'Aigre, voilà, ça c'est un bateau qui a fait toute la guerre, un Aigre. Il a fait toute la guerre. C'est comme ça qu'on naviguait avec nos croix blanches sur les cales pour que les avions les voient, et puis sur les côtés pour que les sous-marins les voient. Et la nuit, c'était illuminé, tout ça. C'était des lampes qui illuminaient le Switzerland. Oui, c'était tendu. Et puis le télégraphiste, tous les 4 heures, il devait lancer le message pour dire où il était, etc. On était terriblement surveillés. Vous ne comprenez pas, hein, je crois. Vous n'arrivez pas à comprendre. Mais dites, les autres bateaux, les Allemands, les machins comme ça, ils se cachaient. Nous, on montrait qu'on était Suisses parce qu'il fallait bien qu'ils le sachent. C'est un camouflage, en somme. Un camouflage autorisé ou bien même demandé par les États en guerre, pour pas qu'on nous prenne pour des guerriers. Hein. Alors, non, mais j'ai jamais eu peur. Moi, je me dis, on a notre croix suisse, et puis ça m'étonnerait qu'il nous arrive quelque chose. Ah oui. Mais vous demandez ça, c'est normal que vous demandiez, mais il ne faut pas oublier qu'on est entouré de requins. Hein? Alors, le problème pour les autorités suisses, c'est les voies de transport et de ravitaillement des marchandises qui viennent d'outre-mer. Maintenant, quels sont les ports que les Alliés et les puissances de l'Axe sont d'accord que les Suisses utilisent? Et il n'y en a pas beaucoup. Hein, vraisemblablement parce que tous les ports du Nord sont réquisitionnés et utilisés par les puissances de l'Axe. Restent les ports méditerranéens qui sont les plus intéressants pour la Suisse. Donc le problème, c'est de pouvoir avoir des bateaux qui viennent d'Amérique, du Sud ou du Nord, et l'idéal, c'est que ces bateaux puissent traverser l'Atlantique sans se faire torpiller, passer par le détroit de Gibraltar, ici, qui est fermé par le blocus allié, et l'autorisation de passer. Et ce qui est bien, c'est qu'ils puissent accoster dans le port de Gênes. Et puis depuis l'Italie, on a une liaison directe avec la Suisse. Et pendant la guerre, les 2 ports les plus importants pour la Suisse seront Gênes en tout premier lieu et Marseille vers la fin de la guerre. La Suisse a spéculé sur cette solution pendant quelques temps en affrétant des bateaux grecs qui jusqu'en 1940 sont neutres, mais qui en 1940, manque de poids, entrent en guerre, donc ne sont plus neutres, donc vont être bloqués et ne pourront plus pénétrer en Méditerranée, ce qui pose un problème. D'ailleurs, entre juin 1940 et fin de l'année 1940, le ravitaillement est quasiment interrompu. Hein. Il n'y a plus rien qui vient d'outre-mer et qui rentre en Suisse. Il y a peut-être, je crois, à peine 6 wagons ou quelque chose comme ça qui peuvent passer les blocus et contre-blocus à ce moment-là. Donc là, ça force les Suisses, et ils le font très vite, les autorités suisses, à dire, bien, seule solution, il faut qu'on se dote d'une marine marchande avec nos bateaux et avec un pavillon suisse surtout. La Confédération va lancer des lettres à diverses ambassades de par le monde où ils disent « Dites-nous s'il y a des occasions d'achat de bateaux puisqu'on est à la recherche de tonnage marin ». Et c'est pas si simple, parce qu'à ce moment-là, tout le monde veut acheter du tonnage, hein, parce que c'est évidemment essentiel, pas seulement pour la Suisse, pour les autres pays. Alors, là aussi, un gros problème. Les bateaux étaient des denrées rares.
C'est difficile à trouver, il n'y a quasiment plus que des ruines sur le marché et ça coûte très cher. Je me disais souvent, quand ça arrivait, je me disais, mais comment est-ce que je vais raconter ça? On ne veut pas me croire. C'est fou ce qu'on a vécu. Oui, il faut dire, l'Alboula, c'était un petit bateau de 2000 tonnes, hein, il avait 80 mètres de long. C'était mon premier, Alboula. Puis après, j'étais sur le Caritas 1, c'est déjà un beau monsieur. Et puis après, sur l'Henri Dunant, alors ça, c'était un ancien bananier. Là, c'était un beau bateau tout blanc. Et puis, on a été en Scandinavie avec ce machin-là. Oui, depuis Lisbonne en Scandinavie, on a fait des sacrés beaux voyages pendant la guerre. Oui, puis on ne pouvait pas passer. Ah oui, on devait aller, finalement, on terminait en Allemagne. Et puis au lieu de passer par directement la Biscaye, Biscaya, le golfe de Biscaya. Mhm. Vous savez pas ce que c'est le Biscaya, vous? En France? Gascogne, le golfe de Gascogne. Au lieu de passer par... On devait faire le tour de l'Angleterre pour redescendre jusqu'au Danemark, puis aller en mer. Canal C'est de un Kiel, ouais. immense détour de 10 fois plus le voyage propre. Il y avait des mines dans la Manche, non? Oui, ils savaient, eux, qu'il y avait des mines. Ils ne voulaient pas nous envoyer sur les mines, probablement. Mais il y en avait aussi dans les ports. Il y en avait partout des mines, tu sais. Alors, ça nous est arrivé, mais ça, c'est pas un mensonge. Un dimanche après-midi, tranquille, on naviguait en Méditerranée, le calme parfait, puis tout d'un coup, il y a un matelot qui était de garde, qui surveillait l'horizon, qui m'appelle, il me dit, regardez voir dehors. Alors, à cette distance du bateau, il y a une mine qui monte et puis redescend des mines avec leur picot, là. Ça tape fort, ça le plie, puis ça pète. Mais ça a passé. Après, nous, on a envoyé tout de suite un télégramme. Le télégraphiste a dû envoyer un message pour dire qu'il y avait une mine. Alors après, c'est la machine de guerre qui vient, puis qui détruit la mine. Mais ça, on ne sait plus, on fout le camp. Nous, on n'en a rien à faire, cette mine. So, hast du mir auch noch anrufen wegen der Ausstellung nächstes Jahr, 75 Jahre. Wegen dem Eröffnungsdatum. Also eins ist ja die Ausstellung «Unser Weg zum Meer». Wir das mit dem Komitee OK dann noch abklären könnten. Da sieht man die Maschinisten, haben sich auch übergezogen. Und man sieht, das ist auch ein bisschen warme Angelegenheit und vor allem schwierig. Da sind sie in der Küche. Der Koch und der Bäcker war meistens auf so einem Schiff mit 30 Mann. Und das ist noch Corona.
die berühmte, die ist am 28. Februar 1964 von einem Griechen angefahren worden. Und dann ist sie in 12 Minuten weg gewesen. Ja, das kann man echt nicht gut sagen, wie das es so verändert hat, weißt? Weil ich bin dann gefahren und jetzt ist es anders. Und als ich gefahren bin, das habe ich auch noch erzählt, von früher und noch von früher. Und ich habe es so genommen, wie es war. Also ich habe Matrosenlehre gemacht, bin dann noch Bootsmann gewesen. Das ist wie der Polier auf dem Bau, etwa so, der Meter Equipage. Dann ist es langsam mit der Reederei, ja, sie haben das Schiff ausschrauben und ich bin auf den Rhein zurückgekommen. Und dann haben wir gar kein Schiff mehr gehabt. Und dann war ich noch 2,5 Jahre in der Werkstatt gewesen. Von hier, wo Silo reparieren, also Motor oder Kräne. Und wir haben mich schon daran gewöhnt, an die normalen Arbeitszeiten. Und dann hat man sich schon daran gewöhnen, daheim zu bleiben. Je suis parti de la maison en leur disant je dois rester en tout cas une année loin, mais ça a duré 3 ans qu'on n'est plus rentré. Puis quand on est rentré, ben, il n'y avait plus de bateau, rien du tout. Puis là, on était au chômage, tout de suite. On n'a jamais su un rang. Non, après la guerre, ils ont tout arrêté, puis on était coincés. Puis après quelques mois, ils ont recommencé avec leur bateau, parce que ça a pris un certain temps jusqu'à ce que Berne, puis tout le monde soit d'accord d'avoir une flotte suisse. Pendant la guerre, c'était une urgence, puis après, il fallait la confirmer. Et puis là, on a été vraiment... Nous, on était les couillonnés dans toute l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, lorsque la guerre se termine, l'économie de guerre, en principe, n'a plus lieu d'être. Donc, on va démobiliser tout ça, mais on ne va pas supprimer, si j'ai bien compris. Genau, also man hat gesagt, die Kriegsgefahr ist nicht gebannt, also quasi nach dem Motto, nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Und da hat man die Lager, die waren gefüllt, aber eine Schwachstelle war eben wieder der Seetransport. Man hat zwar vertraglich sich zusichern lassen für einen erneuten Kriegsfall, dass man Häfen benutzen darf, aber eben der Frachtraum wäre weiterhin knapp gewesen. Und vor diesem Hintergrund hat man dann eben wie die anderen Versorgungsinstitutionen auch, diese Schweizer Schifffahrt verrechtlicht. Und der Staat subventionierte die Schifffahrt, nahm sich aber gleichzeitig das Recht heraus, eben im Krisenfall diese Schiffe zu requirieren. Man spricht von einer Schattenorganisation, wenn man so will, ein kleines Büro, das Leute rekrutiert, aus der Privatwirtschaft eben auch, die im Kriegsfall eben dann gewisse staatliche Aufgaben übernehmen können.
Tu vois, l'autre bateau, à l'horizon. Là. Mhm. C'était pas un Suisse que vous Ah croisiez non, c'était pas un bateau de la compagnie. On en a eu croisé quelques fois. Hein. À Singapour, une fois, justement dans le détroit de Magellan, on a croisé... J'étais sur le Charmet, on a croisé le Molaison. Ah, ça va marrant. Tu vois. Ouais. Tu parles un peu avec les collègues à la radio, tu fais coucou de la main, puis c'est sympa. On pensait tout de suite aux clichés. On a fait les clichés. Ah ouais. C'est quoi? C'est l'ivrogne. Voilà, c'était voilà. Une fille dans toutes les ports, une toutes fille les dans ports. tous les ports, le tatouage du du marin traditionnel avec l'encre. Enfin voilà. Je sais pas, c'est difficile de décrire l'appel du large. C'est quelque chose de tellement abstrait. Mais ouais, déjà l'envie d'aller voir ailleurs. L'envie d'aller voir ailleurs, si c'est mieux. Et puis finalement, plus tu t'investis là-dedans, plus tu as envie d'aller loin. Et, ouais, je sais pas, c'est vraiment aussi le goût un peu de l'aventure. Alors même qu'aujourd'hui on dira où est l'aventure dans le commerce maritime, mais quand même. Déjà, le fait de pas savoir où tu vas, ça c'est quelque chose qui m'attirait dès le départ. Enfin, moi, je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de monde en Suisse qui veut se lancer là-dedans. Mais bon, je comprends en même temps que aujourd'hui, où tout est hyper connecté, plus personne n'a envie justement de s'isoler pendant aussi longtemps. Là, c'est la cale sèche, la plus grande du chantier. Et puis pour pouvoir optimiser la production, ils construisent 3 bateaux en même temps actuellement. Donc ils commencent par le premier, ils construisent, ensuite ils ont un deuxième qu'on voit là, et là, la moitié d'un autre bateau. Du moment que celui-ci sera fini, ils vont remplir la cale sèche d'eau, sortir ce bateau, vider l'eau et continuer la construction de cette coque pour finir à l'avant. I told you yesterday.
Oh. Pour moi, ce bateau, c'est 3 ans de travail. On a été visiter les chantiers, on a travaillé dessus. En venant de l'aviation, j'ai dû gravir les échelons comme superintendant, ensuite directeur technique. C'est un travail de longue haleine, beaucoup de sueur. Comme vous l'avez vu, il fait chaud. C'est de la tôle. Beaucoup de fierté par rapport aux gens qui ont travaillé sur ce bateau. Du top management ce qu'on appelle les cleaning ladies, aux petites dames qui font le nettoyage en bas des cales. C'est, je ne sais pas comment dire, beaucoup d'émotions de leur laisser un bateau aussi bien fini aux équipages qui montent dessus, qui vont pouvoir l'entretenir, qui vont pouvoir être fiers de le montrer dans les ports et de naviguer dessus. Aussi de le présenter à nos actionnaires et puis à notre président. Donc, je pense que c'est la fierté de toute une équipe qui est sur place. Voilà, also ich bin der Beat Guyer, ich bin der Stabschef vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Was viele Leute nicht wissen, dass es rund 40 Schiffe, Hochseeschiffe gibt, die unter Schweizer Flagge fahren und die haben eine ganz spezielle Bedeutung für unser Amt, respektive auch für die Aufgabe der wirtschaftlichen Landesversorgung. Die Flotte von diesen etwas über 40 Schiffen, die da auf der ganzen Weltmeer unterwegs ist, die setzt sich zusammen aus mehrheitlich, also etwas mehr als der Hälfte, sogenannte Massengutfrachter, Bulk Carrier. Die ganzen Reinigungen, das ist alles sichergestellt. Die Schiffe sind sehr modern ausgestattet. Also das kann durchaus nach einem Benzintransport auch Sojaöl in so einem Schiff in diesen Tanks transportiert werden. Und in dieser ganzen Flotte haben wir auch noch einen einzigen reinen Containerfrachter. Das wäre so ein bisschen... La Suisse, c'est un concentré de paradoxes. Petit mais fort, pays sans ressources mais très riche. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, la flotte marchande suisse est la deuxième flotte marchande du monde des pays enclavés. La première flotte marchande du monde des pays enclavés est le Luxembourg. C'est le Luxembourg qui est, à mes yeux, une espèce de Suisse au carré. Donc il y a une certaine logique là-dedans. Ça en dit beaucoup sur le côté enclavé de la Suisse, mais son besoin d'ouverture, et capable aussi au besoin de mobiliser des moyens matériels beaucoup plus importants que la dimension du pays ne le laisserait supposer. A great thanks to all the people implicated here in Vietnam. This vessel will be number 217, just 75 years after the first ship has received the first Swiss flag. Alongside the ship and
we will take commemorative photograph. After that, we will have an armor tour and meet the elevator. Thank you. Alors, la compagnie Suisse Atlantique a été créée en 1941. Nous étions avec le Saint-Cergue, le 4e bateau. Moi-même, en sortant de l'école, mon père m'a envoyé, après avoir fait mon armée évidemment, immédiatement au Japon, où j'étais au chantier, pour faire la supervision de la construction. Et aujourd'hui, mon fils aîné, ex-pilote de ligne, va reprendre. Donc il y a une certaine fierté d'être un armateur qui a tenu à travers les crises, parce qu'on est quand même dans un marché extrêmement cyclique. Mais aujourd'hui, très franchement, si on pouvait retarder cette livraison de 6 mois, 1 année, très volontiers, parce que le marché est tellement catastrophique qu'il n'y a rien. Le bateau va aller à Singapour, il va attendre. On n'en a plus qu'un qui est à Singapour depuis une semaine qui attend, parce qu'il n'y a rien. Et on verra ce qui se passe. Alors, le bateau n'est pas construit pour les 6 prochains mois, il est construit pour les 25 prochaines années. Donc, avec les cycles, on y arrivera. Man muss sich das so vorstellen, ein Schiff wird genau gleich finanziert wie ein Einfamilienhaus. Also ihr bekommt von einer Bank einen Hypothekarkredit zum Kauf von diesem Schiff. Also wir nehmen das, ein Schiff kostet 30 Millionen US-Dollar und wir können von diesem Betrag 85% können wir bürgschaftsmässig abdecken. Diesen Reeder können helfen bei der Finanzierung von einem Schiff. Wenn sie also ein Schiff haben oder wollen kaufen, das für uns von der Landesversorgung von Interesse ist, wo wir ganz klar sehen, dass das Schiff in einem Krisenfall für uns sehr wichtig könnte sein für den Transport, beispielsweise von Getreide, dann sind wir bereit, so ein Gesuch, das ein Reeder bei uns einreicht, zu prüfen. Und Herr Egger hat es gesagt, durch das kommt nachher der Reeder 1 bis 2 bis 3% günstiger als in Kredit an, weil die Bank ja praktisch kein Risiko hat. Das ist es. Und dann wird das natürlich sehr intensiv diskutiert. Also das ist, in einer ersten Phase gibt es da häufig eine mündliche Vorbesprechung, wo der Reeder zu uns kommt oder wir gehen zu ihm, wo wir diskutieren, die und die Grösse, wäre das etwas für uns, wo wir müssen sagen, halt, Bölker haben wir jetzt schon genug, so, aber allenfalls so ein Multipurpose-Schiff, so, und dann wird das ausdiskutiert. Aber normalerweise ist es eigentlich schon so, dass der Reeder mit einem Vorschlag kommt und er sagt, das Schiff, ja oder nein, und dann entscheiden wir ja oder nein. Genau. Quand vous allez à la banque, vous dites voilà, si nous on craque, la Confédération paye. Pour eux, c'est pas un gros problème. Donc, ça facilite énormément les financements. Les coûts de financement sont nettement inférieurs, la marge est plus petite et tout. Donc, ça permet à l'armateur suisse d'aller de l'avant. Es geht eigentlich heute nicht mehr darum, die minimale Versorgung zu gewährleisten in einem mehrjährigen Krieg, sondern es geht darum, den Wirtschaftsstandort Schweiz möglichst stabil zu halten in irgendeiner Krisensituation, die nicht unbedingt definiert werden muss. Also es soll alles quasi normal weiterlaufen können und damit eben ja, die Schweiz halt als konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort gestärkt werden. Donc en fait, la marine marchande suisse d'aujourd'hui est un facteur, et c'est considéré comme un facteur utile
pour garantir des bonnes conditions cadres à l'économie suisse. Genau. Also das würde ich sagen, ist typisch eben für ein neoliberales Staatsverständnis, dass der Staat für die Wirtschaft da sein soll. Und ihr im Krisenfall quasi unter die Arme greifen, sie eben stabilisieren. Und so legitimiert sich heute die wirtschaftliche Landesversorgung, wo eben diese großen Kriegsszenarien fehlen, also die europäischen Kriegsszenarien. To sam ja komandu dao ovdje. Gdje vidim aktualne okretaje? 58, gdje ja to vidim? Ne. Kako su ga iskomplicirali? Ok, running. Ima. Ok, dobro. So what time will we be passing on Aba Islands? This position? Yeah, a little bit before this evening sometime. This would be 230 miles from here. Oh, that will be tomorrow daytime, huh? This is 20 hours. Okay. Tomorrow daytime. Yeah, we will have to put double watch in this part here. From here, huh? Yes, double watch. Okay. We will be passing tomorrow daytime the little bit area which is supposed to be dangerous. There are very few attacks on the vessel, but not recently. Years ago, but taking precaution, just we'll put double watch and much more surveillance. Not anymore, but you never know. I am from Pula, Croatia. It was kind of tradition which I follow. My father was sailor. Although he was chief engineer, I chose to be captain because in that time he said, don't go in the engine, you will be all the time dirty. Maybe today I regret this one because the last 5 years I joke with that one, but this is kind of true, that I'm working like in the post office, yes. You see in front computer, sending mail, receiving mail, because today these port state controls are very headache. They are headache. In many ports, start to be more and more. They are applying their own rule, which is applied for this port only. Argentina is special one. For this size of the vessel and this crew, they need to print about 500 pages, and this in 3 copies all. So I don't know what they are doing with this one, really. I'm curious. I wanted to know. I asked one, but nobody can reply me. So I thought maybe they are exporting back to Amazonas, cutting the tree and planting the papers. I don't know, because so many. And this is a huge part. And then Ukraine, which you can expect many, about 10 to 15 inspection during daytime. And if you don't cover this in advance, like you will be paying more than $20,000 fine for nothing.
in den asiatischen Häfen, europäischen Häfen, da ist die Ladung und die Löschung sehr speditiv. Da sind sie relativ schnell wieder draus. In Afrika da bleiben sie zum Teil 1, 2, 3 Wochen im gleichen Hafen. Also das kann man nie sagen, wie lange es geht, bis so ein Schiff wieder, respektive wie lange es geht, bis so ein Schiff den Hafen kann verlassen und der nächste Zielhafen anlaufen. Es muss alle 4 Stunden muss es eine Positionsmeldung absetzen, und damit man das Schiff genau verfolgen kann. Private Aktiengesellschaften die fahren Gitter von A nach B jeglicher Art. Da hat die Schweiz eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf, was für Gitter verschoben werden. Das ist ja nur im Fall, im Kriegs- oder Krisenfall, wo wir Zugriff hätten auf die Schiffe und könnten bestimmen, welche Produkte wohin transportiert werden. Die Idee ist auch nicht, dass die Schiffe in die Schweiz, sie könnten auch nicht in die Schweiz fahren, für das ist der Reiz gleich. Die Idee ist, dass sie zumindest in einen europäischen Hafen, wie beispielsweise Rotterdam, Marseille, Hamburg, können anlaufen und von dort dann auf dem Landweg oder eventuell auf dem Rheinweg mit kleineren Schiffen in die Schweiz, respektive auf Basel, transportiert werden. Dann habe ich den UAC U671.5 von Cäsar. Ja, Raum 89, Barcelona. Wenn das Schiff fernholst, gib's Bescheid bitte, gell? Sind Lambert, das geht auf Niederwitz. Ja, ja. So, da mache ich Serviettenring. Da habe ich jetzt gerade letzte Woche 40 Stück gemacht für den Ausflug vom Seemannsclub. Ich mache jedem Jahr, wenn wir einen Ausflug haben, mache ich etwas für meine Kollegen. Manchmal nur so ein Ding hier zum Anhängen. Oder jetzt habe ich diesmal das gemacht. Netz haben wir auch gemacht, 7 Stück. Das können wir eben auch noch. Das ist auch die seemännische Arbeit. Netz machen. Im neuen Affenhaus im Zoo. Die hängen von hier nach dort und bambeln sie da die Affli. Aber eben, das Hobby muss man ja haben. Telando! Affli! Je suis tombé d'abord sur des cartons d'archives qui parlaient d'un projet dont s'appelle le canal transhelvétique. Projet qui a germé au début du XXe siècle, de construire un réseau de canaux et de rendre navigable pour des péniches un certain nombre de fleuves en Suisse, de façon à relier la Suisse non seulement avec la mer du Nord, comme c'est le cas avec le port de Bâle et le Rhin qui relie et qui reste le seul lien physique de la Suisse avec la mer, et qu'il s'agissait de relier également en aménageant
le Rhône pour le rendre navigable pour des péniches, en aménageant le parcours entre Bâle et Neuchâtel via la construction de canaux et Neuchâtel et le lac Léman via le creusement d'un canal. Et plus fort que ça encore, le projet était de faire la même chose, en quelque sorte, depuis le Tessin pour relier via le Pô Venise, et tout ça rendre navigable pour des péniches, avec y compris, ce qui est absolument extraordinaire, y compris un système d'écluses qui aurait permis à ces péniches de traverser les Alpes. Donc il faut imaginer juste les péniches qui passent au-dessus des Alpes, etc. Les études ont été faites, il y a des tonnes de plans qui ont été faits sur la possibilité de réaliser ce projet en Suisse, qui aurait fait de la Suisse, en somme, en quelque sorte, le port central de l'Europe, ce qui est quand même un truc fou. Et ce projet a été discuté à plusieurs reprises au niveau fédéral, au minimum à 3 reprises, voire davantage, entre le début du siècle, en gros 1917, et jusqu'en gros, la dernière discussion date peut-être de 1991-1992. Donc ça a traversé le siècle. Je m'étais jamais rendu compte à quel point il existe aussi dans ce petit pays souvent trop renfermé, une espèce d'appel au large qui de temps en temps se fait entendre, quoi. Ça pèse combien un container festival? C'est marqué 4 000. 4 tonnes, oui. 4 tonnes, oui. 4 tonnes. Ouais, c'est à peu près ça qui fait d'un coup. Tu peux même regarder la grue, elle soit marquée, quelque part c'est marqué combien elle peut faire. Mais 3 tonnes, 4 tonnes. Ici à Bâle, ailleurs dans les ports de guerre, dans les ports maritimes, c'est beaucoup plus, c'est 6 tonnes comme ça. Ik ben 2 jaar gefahren auf dem Ring. Ah ja. C'est fou ça, Ça, j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais de la peine. Ça, j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais de la peine. Ja, ich dois quand même pouvoir voir devant. Aber das geht hoch. Das ist wahnsinnig weit. He? Über 4 hoch gucken. Oh, ja. Aïe, aïe, aïe. Toute une hydraulique, hein, tu savais ça? Oui, je savais que c'était hydraulique. Mais je ne savais pas qu'il pouvait monter 4 fois la hauteur. Mon Dieu. Non, c'est plus montant. J'ai navigué 24 ans dans la navigation fluviale. Au début, il y a un peu de romantisme, effectivement, au début, mais à force de faire toujours le même trajet, bon, le romantisme se perd. C'est un travail comme un autre, finalement. Mais c'est un monde un peu différent. Pour aller à Rotterdam, un bateau de ce genre-là va mettre 48 heures et il peut charger les conteneurs à 3 de hauteur, c'est-à-dire il peut encore une fois mettre une couche de conteneurs dessus. Ça fait 180 à 200 camions qui sont stationnés là-dessus. On les amène à la gare de triage qui se trouve là derrière. Il y a des lignes régulières de trains spéciaux pour les conteneurs dans toutes les directions de la Confédération. C'est-à-dire il y a des shuttles qui vont dans l'Est, dans le centre, en Romandie, à des heures régulières. Et généralement, ils sont toujours pleins.
montrer une brochure qui s'appelle Gottlieb Duttweiler et la Maritime Suisse. Et je me rends compte que cette Maritime Suisse SA est une société qui est créée en mai 1941, donc juste dans la foulée de la décision des autorités de créer une flotte marchande suisse. Et surprise, cette société, l'un des fondateurs, le fondateur principal d'ailleurs, c'est Duttweiler, qui est un personnage très connu de l'histoire suisse, fondateur de la Migros. Duttweiler est quelqu'un qui a aussi connu la Première Guerre mondiale et qui a connu les difficultés de ravitaillement de la Première Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui le préoccupe. Donc il va faire des tas de propositions aux autorités pour améliorer ce ravitaillement ou assurer ce ravitaillement. Il va par exemple proposer qu'on stocke des silos de céréales, mais également des réserves de benzine qu'on immerge dans des lacs, parce qu'il réfléchit à comment assurer du stockage à l'abri des bombardements. Et les responsables cantonaux de la pêche se disent oui, mais c'est dangereux, parce que s'il y a des erreurs de manipulation ou quoi que ce soit, puis que ça déborde et tout, ça va nous empoisonner tous nos poissons. Et n'oubliez pas qu'un lac, c'est aussi une réserve de nourriture. Quelques essais sont faits, puis finalement, le projet restera là, quoi. Mais n'empêche, le type, il devait avoir 10 000 idées par jour, et puis il n'attendait pas d'avoir tous les feux verts pour passer à la réalisation. Mais en consultant cette brochure, je tombe alors sur quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence, c'est que Duttweiler raconte comme quoi, à un moment donné, il est en contact avec le prince régnant de Monaco et qu'avec lui, alors au départ, peut-être un peu sur le ton de la plaisanterie, comme il le dit dans le texte, ils évoquent avec ce prince la possibilité de faire de Monaco un canton suisse. Et il dit, tiens, bizarre. Et il continue, mais plus sérieusement, en réalité, on s'est mis à parler de la possibilité, en fait, de créer à Monaco un port franc suisse. Et là, il dit qu'effectivement, il discute très sérieusement avec le prince de ce genre de choses, et ça a l'air de l'intéresser. Et juste en substance, donc, un port franc, ça veut dire la possibilité pour la Suisse, en quelque sorte, d'acheter un bout du port de Monaco, d'en faire, en somme, un petit bout de Suisse sur le port de Monaco, vu que le gouvernement de Monaco, à ce moment-là, est d'accord d'accorder un statut d'extraterritorialité à ce port franc jusqu'à 30 ans, jusqu'à une durée de 30 ans, ce qui est quand même assez étonnant. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Suisse avec des projets multiples et qui font partie des projets de la guerre, où on veut redessiner le monde. Dans ce contexte-là, en général, les autorités suisses essayent d'obtenir le plus d'avantages de l'étranger, mais sans se lier avec l'un ou l'autre des belligérants de manière durable. Comme avec l'histoire des bateaux grecs. C'est pour ça que c'est très compliqué pendant toute cette période et que les négociateurs suisses circulent à travers le monde pour obtenir cet approvisionnement et ces possibilités d'exportation qui sont vitales pour l'économie suisse. Ça doit permettre à l'économie suisse de fonctionner, à la fois d'avoir les matières premières dont elle a besoin et aussi de pouvoir exporter les machines, les produits technologiques que la Suisse est capable de fabriquer. La vigie. Normalement, c'est un couple qui vient 61, 262, bien comme ici, qui vient dessus. Ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait. Donc ça sera B5 pour Genève avec le 35 178. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Avec le 9056.
Also auch diese Versorgungskette ist aus irgendeinem Grund jetzt hier im Streik unterbrochen gewesen. Und schon bereits haben wir ein Problem. Wenn jetzt gleichzeitig auch noch Pipelines vom Norden her unterbrochen gewesen wären, wenn jetzt gleichzeitig auf dem Rhein, wie wir es jetzt zum Teil auch hatten, trocken, weil der Pegel sehr tief ist, man nicht können auf die Rheinschifffahrt betreiben. Und dann hätten wir dann relativ schnell ein massives Versorgungsproblem, was auch Erdöl und Erdölprodukte anbelangt. Und das ist mit dem Grund, dass wir einfach auch in diesem Bereich noch die Pflichtlager haben. Man muss aber auch sagen, dass die in der jüngsten Vergangenheit doch stark auch zurückgefahren worden sind. Das muss man sehen. Die Pflichtlager für die Grundnahrungsmittel sehen wir haben den Zucker, Reis, Speisöl, Speisfett, dann die ganzen Getreide, Futtermittel und eben der Kaffee als letztes von diesen Konsumgütern, die da noch drin ist. Das sind die Pflichtlager im Bereich Ernährung. Sowohl bei den Antibiotika wie auch dort beim Flugpetrol hat das eigentlich auch von der Bevölkerung ist das gar nicht zur Kenntnis genommen worden. Man tut das auch nicht so in diesem Sinn kommunizieren. Wir handeln, wir versorgen, aber ohne da grosse Wellen draus zu schlagen. Wir kontrollieren in der ganzen Schweiz die Lager. Und da haben wir dann 12. Meter, wenn wir 20 Meter, das ist schwierig. Für was, Mensch? Damit sagen wir sie Bahnwege, das wäre natürlich noch etwas. Wenn wir einen Bahnwagen etwa 60 Tonnen. 60 Tonnen, dann haben wir 10'000, wären etwa also 16 Bahnwege. Oder? Bahnwagen, ein Güterwagen, das ist, kann ich jemandem vorstellen. Also hier in dem Silo haben wir verschiedene Zellen, da kann man sich vorstellen wie Bienenwaben. Und die grossen Zellen haben 1000 Tonnen Inhalt. Und 1000 Tonnen Inhalt, das sind etwa 16 Bahnwege, das kann man sich besser vorstellen. Und die 16 Bahnwege würden etwa einen halben Tag lang um die Schweizer Bevölkerung ernähren. Mit Brotgetreide? Mit Brotgetreide, ja. Und Futtermittel, da brauchen wir etwa das Dreifache, also was wir an Futtermittelpflichtlager haben, längt die Grössenordnung. Also da müssen wir 2 mal 2,5 eigentlich rechnen. Also. Das wären dann etwa 48 Bahnen, oder? Ja, 48 Bahnwege, also ein rechter Güterzug, oder? Nur um einen Tag können, die Versorgung gewährleisten. Ja. Ich glaube, im Zweiten Weltkrieg hat sich nachher die Situation schon dermaßen zugespitzt, dass wir als Insel abgeschlossen sind vom Ausland und dass man dann dort eigentlich den Blick geschärft hat noch auf die ganze auf die Versorgungsfragen. Also vor diesem Hintergrund hat die Hochseeschifffahrt auch eine grosse Bedeutung für uns in der normalen Situation, aber umso mehr in einer Krisensituation. Weil die Hochseetonnage, die wird knapp in einer Krise. Das hat jede Krise gezeigt, dass dann eigentlich die Länder, die die entsprechenden Flaggen haben, dass die nachher die Schiffe primär für sich selber brauchen. Also sechs für Kriegsgüter, aber einfach selbstverständlich auch für Versorgungsgüter ganz generell.
So etwa eines der ersten Schiffe, die Maloja, die vom britischen Bomber 1943 versehentlich versenkt wurde. Auch die Chasseral etwa wurde vor Sète bombardiert, auch das hatte ein Todesopfer zur Folge. Da gibt es noch die etwas seltsame Geschichte, dass das Schiff von der Besatzung aufgegeben wurde, aber sich irgendwie weigerte zu sinken und dann halt wieder in Besitz genommen wurde und doch noch den Hafen anlaufen konnte. Die Ladung übrigens der Chasseral bezeichnenderweise war Schweizer Uhren. Brauchte man also auch anscheinend in Kriegszeiten. Jedinstvena sidra već ima spušteno. Alors là, on est à l'ancrage pour le soudage à Singapour. Et puis on est en train de charger notre fuel qui sera nécessaire pour atteindre notre prochaine destination. Bon, c'est pas encore très clair. Probablement qu'on va déjà se diriger vers Richards Bay, donc Afrique du Sud, avec éventuellement du charbon à charger. Enfin, forcément, d'être hacké, c'est assez cher. Donc tout ce qui est possible de ne pas faire hacker, typiquement recevoir des provisions, avoir un changement d'équipage, la plupart du temps, c'est à l'ancre. Ça arrive même qu'on charge de la cargaison depuis des plus petits bateaux, des petites barges, alors qu'on est à l'ancre. Donc il y a certains bateaux qui touchent jamais la terre. On a créé une flotte marchande suisse avec pavillon suisse parce qu'on était en guerre, parce qu'il fallait se protéger de l'extérieur, parce qu'il fallait assurer un ravitaillement, donc faire des stocks, etc., assurer une survie du pays, etc. C'est véritablement une fille de la guerre. Alors, de la même manière que tout ce qui a été créé à ce moment-là, ce qu'on a appelé l'économie de guerre, cette formidable construction administrative qui était là pour encadrer l'économie, pour la faire fonctionner, et où l'État intervient aussi, mais même si l'économie privée garde beaucoup d'autonomie, c'est une fois la guerre terminée, une partie de cette construction perdure, va rentrer dans ce qu'on appelle le droit ordinaire, et on va garder cette structure qui encadre l'économie, qui va porter le nom de Office de l'approvisionnement du pays. Donc cette préoccupation, comme le traumatisme, comme l'effet d'un traumatisme en quelque sorte, cette préoccupation de garantir la survie de la Suisse, y compris dans des périodes de crise, va perdurer et va s'inscrire dans les faits. L'Office de l'approvisionnement du pays existe toujours. L'Office de l'approvisionnement du pays est chargé, en collaboration avec l'économie privée, de créer des stocks, de garantir des stocks pour garantir une certaine autonomie du pays en cas de crise dans différents secteurs.
Et l'autre chose qui est frappante aussi, si on veut essayer de tirer un peu des liens, c'est que si la Suisse, pendant la guerre, est cet îlot isolé dans une Europe à feu et à sang, aujourd'hui, dans un discours politique qui malheureusement est en train de devenir majoritaire, la Suisse apparaît comme un îlot isolé et menacé par l'Union européenne, par l'Europe qui s'est organisée politiquement sous le drapeau de l'Union européenne. C'est là où il faut comprendre que ce n'est pas simplement un truc rationnel, il y a aussi quelque chose qui relève de l'idéologie ou du rêve. Je ne sais pas quel terme utiliser, qui est ce petit pays entouré de grands pays qui, en somme, peuvent se montrer dangereux à un moment donné ou l'autre. When I was a young boy up in Nova Scotia, drying up the clipper ship just to learn the names. I wanted for a toy, nothing but a sailboat. Nothing else would do, nor could ever be the same. All aboard a spray. All alone I say. All alone I say. All those lovely days, my flags unfurled. I did set sail. I did prevail. I did prevail. I did regale myself around this world. All around this world. And when I was a youth, I working in the food shops, listen to the fishermen lying up a shame, or telling me the truth, regaling me with tall tales. I couldn't tell the difference, it was all the same. All aboard a spray. All alone I say. All alone I say. All those lovely days, my flags unfurled. I did set sail. I did prevail. I did prevail. I did regale myself around this world. All around this world. And when I was a captain, wrecked in Paranagua, shipping jungle lumber all in the trading game, I built an open boat and sailed us back to Boston. And there my wife and children, they would never be the same. All aboard a spray. All alone I say. All alone I say. All those lovely days, my flags unfurled. I did set sail. I did prevail. I did prevail. I did regale myself around this world.